Elle faisait partie des fillettes transportées sur l'île de Jeff Epps, à bord de son jet privé. Dans ses aveux, elle a raconté ce qui s'est passé dans cet avion, ce qu'elle y a découvert avant d'arriver sur l'île, puis les événements traumatisants qu'elle a vécus là-bas. Ce qui frappe dans son témoignage, c'est qu'elle a parlé des invités qu'elle a vus là-bas, dont des Israéliens et des Arabes assis au même endroit. Comme vous le voyez, cette partie précisément a été supprimée par certaines chaînes et sites qui ont relayé l'information. Mais nous présentons ici son témoignage complet, tel qu'il figure dans le procès verbal de l'enquête, sans coupure ni modification. Passons maintenant au témoignage de l'ancienne reine de beauté, tel qu'elle l'a livré aux enquêteurs. J'étais Miss Arizona locale, et j'aspirais comme toute fille de mon âge à participer à des compétitions de plus haut niveau. J'ai été sélectionnée avec d'autres filles pour des auditions qu'on disait très importantes et susceptibles de changer nos vies. On nous a dit que les auditions auraient lieu sur cette île, mais je n'aurais jamais imaginé qu'on voyagerait en jet privé. En arrivant à l'aéroport, je m'attendais à un avion normal, des sièges normaux, mais ils nous ont emmenés directement vers un jet privé garé loin des portes d'embarquement. Rien que son apparence suffisait à faire battre mon cœur plus vite. On est entré, et c'était encore plus beau que prévu. Tout était arrangé avec soin, calme, luxueux, mais ce sentiment intérieur n'était pas du tout rassurant. On n'était pas seul. Il y avait des hommes, des visages connus, certains du monde politique et des affaires, clairement des gens importants, très importants. Leur regard vers nous n'était pas ordinaire. C'étaient des regards chargés de sens, des sourires qui voulaient nous dire quelque chose. Et nous, on était très tendus. On ressentait une contradiction bizarre. On n'est que de jeunes stagiaires. Et eux, des hommes plus âgés assis avec assurance, comme s'ils savaient mieux que nous ce qui allait arriver. Certains étaient clairement impolis. Et ça, c'était le premier signal d'alarme pour moi. Mais on ne comprenait pas sur le moment. Après quelques minutes, on a décidé de leur parler pour détendre l'atmosphère, vu qu'on était assises proches les unes des autres. L'un d'eux nous a demandé d'un ton sarcastique pourquoi on voyageait. Ils connaissaient la réponse. Ils savaient, tous. On lui a dit qu'on allait passer des auditions pour un concours de beauté. Ils ont échangé des regards rapides, puis ont souri. Un sourire que je ne comprenais pas à l'époque, mais qui me fait peur maintenant quand j'y repense. Juste après, ils ont commencé à s'approcher de nous de façon étrange. Des petits gestes, des petits mots mais jamais confortables. Une des filles était assise à côté de moi. Un des hommes a essayé de se comporter avec elle d'une manière qui ne lui plaisait pas. Alors elle a refusé. Je m'attendais à ce qu'il se fâche ou s'excuse, mais ce qu'il a fait était bien pire. Il a souri froidement et lui a dit « Tu peux refuser ici, mais sur l'île c'est différent ». Cette seule phrase a suffi à glacer le sang dans mes veines. J'ai regardé les filles, et nous avons toutes compris au même instant que nous n'allions pas à un simple concours de beauté, mais à autre chose. Quelque chose d'inconnu et de totalement anormal. Ce n'était que le début. L'avion n'était que la première porte, et l'île était tout autre chose. En descendant de l'avion, j'ai cru un instant que mes craintes étaient peut-être exagérées, car l'endroit était impeccable, et les visages souriants. L'accueil était organisé de façon professionnelle. Hôtel luxueux, chambres spacieuses, parfums dans chaque couloir. Tout évoquait le confort et la sécurité. Un instant, nous avons cru la scène. Nous avons cru que nous étions vraiment là pour un concours. Mais ce calme n'était hélas qu'un rideau. Un rideau doux cachant derrière lui quelque chose de noir inimaginable. Le lendemain matin, le premier appel est arrivé. Chambre numéro tant, étage tant. Premier rendez-vous pour les auditions. Nous sommes entrés excités et tendus. Nous ne savions pas ce qui nous attendait, mais nous continuions à nous convaincre que nous étions en compétition. Nous sommes arrivés à l'étage prévu pour le test, et une employée nous accueillait. Puis elle a dit d'une voix très officielle comme si elle lisait un texte préécrit. La première épreuve exige de se tenir comme vous êtes venus au monde, sans rien, sans vêtements. C'est ce que signifie cette phrase. Comme ça, sans explication, sans préambule. Nos traits se sont figés. Nous ne comprenions pas si c'était un examen médical, une séance photo ou quelque chose de logique. Mais l'employée ne plaisantait pas et ne nous a même pas laissé poser une seule question. Elle a juste dit « C'est une condition de base et celles qui refusent peuvent partir maintenant à l'aéroport, mais à leur risque et péril. » C'était une phrase étrange. Pourquoi à nos risques? Pourquoi l'aéroport? Pourquoi cette approche?
On s'est échangé des regards paniqués, mais en vérité, on était piégés de manière indirecte. On est sur une île, on ne connaît personne, et on n'a pas le courage de fuir. Sa façon de parler était bizarre, sans émotion, comme s'il y avait des règles qu'on ne pouvait même pas questionner. Tout dans le ton de sa voix disait « pas de place pour la discussion ». On est entré dans la salle d'examen. Et là, les fils de la vérité ont commencé à apparaître. La salle ne ressemblait à aucun lieu d'audition que j'ai vu de ma vie. Pas de matériel photo, pas de carnet d'évaluation, pas même une seule femme dans l'endroit. À la place, il y avait une longue table derrière laquelle étaient assis uniquement des hommes. Des hommes du genre qu'on sait tout de suite qu'ils sont importants. Des hommes en costumes luxueux, d'âge varié. J'ai vu des personnes que j'avais vues hier dans l'avion. La scène était très étrange, sans rapport avec une évaluation professionnelle. Tout dans la salle était conçu pour nous faire sentir observés, pas candidates. Leurs regards ne pouvaient être décrits autrement que comme un examen, pas un jugement, mais une inspection. On n'avait pas besoin d'être très malin pour comprendre leurs intentions. Je suis entrée dans la salle, le cœur battant à tout rompre. Les lumières étaient tamisées, mais suffisantes pour voir leurs yeux me parcourir de la tête aux pieds. Des yeux qui n'étaient pas ceux d'un jury, mais qui évaluaient autre chose, quelque chose sans rapport avec la beauté. Je me suis arrêtée où ils me l'ont ordonné. J'avais l'impression que mon corps se figeait, comme si quelqu'un d'autre se tenait à ma place. Ils ont commencé par des questions étranges, sans rapport avec un test professionnel. Des questions personnelles, stupides, humiliantes. Il était clair qu'ils ne voulaient pas évaluer nos compétences, mais autre chose. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris pourquoi ils souriaient dans l'avion. J'ai compris leurs regards, leurs questions, leurs comportements. J'ai compris que tout cela n'était pas un concours de beauté, mais un voyage vers autre chose, quelque chose d'organisé, calculé, enrobé de luxe et de sourire. Depuis ce jour, plus rien ne semblait normal. Nous entrions dans une nouvelle phase, une phase sombre dont personne ne ressortirait inchangé. Après cette épreuve humiliante, nous avons rapidement reçu une invitation à une soirée privée dans un des palais de l'île. Il était évident que ce n'était pas optionnel. Nous y sommes allés en essayant de rester soudés, et le palais dans lequel nous sommes entrés était tout autre chose. Luxe exagéré, lustre comme des nuages d'or, et sols qui brillèrent de façon surnaturelle. Mais derrière toute cette beauté, je sentais quelque chose bouger sous la surface, quelque chose de sombre. Dès notre entrée, j'ai vu les mêmes visages, les hommes d'affaires de l'avion, ceux assis derrière la table d'arbitrage. Des personnages familiers vus à la télé, mais ici, c'étaient des personnes complètement différentes. Je voyais des chuchotements, des accords cachés, l'un suggérant l'autre, un autre pointant la tête vers une fille avec moi. Encore et encore, j'avais l'impression que ma dignité était arrachée de ma poitrine sans que je puisse l'arrêter. L'un d'eux s'approcha, un homme d'une puissance absolue, et me murmura des mots qui résonnent encore dans mes oreilles. Il m'a mis en garde contre le refus, expliquant que j'étais désormais dans un monde régi par d'autres règles et que lui obéir était la seule façon d'être traité humainement. Il le disait sans menace directe, mais sa façon de parler était pire que la menace. Quelques minutes plus tard, il me pointa du doigt, comme si j'étais un objet, devant bouger à son ordre et dit « Tu vas y aller maintenant avec un ami à moi, il attend. » Il ne m'a pas demandé. Il ne m'a pas laissé le choix. C'était imposé, et je ne pouvais pas dire non. Ils m'ont emmené dans une partie latérale du palais. Un long couloir isolé. Personne là-bas à part son ami qui m'attendait. Les détails de ce qui s'est passé ensuite ne sont pas faciles à dire. Mais ce que je sais, c'est que dans ces moments-là, j'ai perdu le dernier vestige de mon sentiment d'être un être humain ayant une décision. Je suis sortie de cette pièce et je n'étais plus la personne qui y était entrée. Je suis sortie en essayant de respirer, mais l'air lui-même refusait d'entrer. Après cette nuit-là, j'ai compris. Ce n'est pas une île, c'est un système, c'est tout un réseau de contrôle où tout est calculé. Qui vous voit, qui s'approche de vous, qui vous choisit, et quand on vous autorise à bouger. J'étais loin de ma famille et de mon monde réel. Entourée de monstres en costumes luxueux. J'ai vite appris que survivre ne signifie pas la force. Survivre signifie maîtriser son rôle. J'ai commencé à porter un masque chaque jour, rire quand il faut, parler quand il faut. Je semblais réceptive, obéissante, dans l'ambiance, mais à l'intérieur c'était tout autre chose. Je me désintégrais chaque jour en silence. Les jours suivants n'étaient pas la vie, c'était la survie. J'essayais juste de ne pas attirer l'attention, de ne fâcher personne. Je voyais l'endroit se transformer peu à peu en prison sans mur. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que certains événements qu'on voit tous à la télé
Ce qui semble si formel et respectueux faisait en réalité partie d'un jeu bien plus grand. Concours, célébrations, auditions, tout était présenté au monde comme des programmes d'ascension, d'opportunité et d'ambition, mais en coulisses, c'était complètement différent. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose de terrifiant. Tous ces événements officiels, y compris les concours de beauté, servirent de couverture. Ils faisaient venir des filles talentueuses ou ambitieuses de différents états, leur proposèrent des offres très attrayantes, puis les orientèrent d'une certaine manière vers certaines personnes. Sur le papier, tout semble professionnel, mais sur le terrain, l'objectif était complètement différent. Ces rôles étaient conçus pour satisfaire les désirs d'hommes qui contrôlaient tout. Des hommes dont la vérité n'est jamais révélée publiquement, bien qu'ils fassent la une chaque jour. L'une des choses qui m'a le plus choquée, c'est ce que j'ai découvert sur certains concours de talent jeunesse de Nickelodeon. Les auditions y étaient présentées comme des opportunités de jouer, de chanter, d'apparaître dans les médias, mais en coulisses, elles servaient à sélectionner un très petit groupe de filles d'âge spécifique, qui étaient ensuite transportées de manière particulière vers l'île. Les parents les envoyaient en pensant leur offrir une opportunité en or, une chance pour une vie meilleure, pour un avenir radieux. Mais certaines de ces filles n'ont plus jamais eu la même vie. Certains visages ont complètement disparu de la scène et certaines souffrent de troubles psychologiques profonds, incapables encore aujourd'hui de parler de ce qu'elles ont vécu. Quand j'ai réalisé cela, j'ai compris que l'île n'était pas qu'un endroit isolé, c'était un maillon d'un immense réseau qui commençait par des événements apparemment très respectables et se terminait dans des pièces fermées dont seuls quelques-uns connaissent la vérité. Personne à l'extérieur ne se doute de rien. Et personne à l'intérieur n'ose parler. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était le genre d'invités qui venaient sur cette île. Ce que j'y ai vu contredisait complètement ce qu'on entend aux infos. Des personnalités de pays en conflit et de bords opposés, assis ensemble comme une seule équipe. Des Arabes discutant tranquillement avec des Israéliens, comme si toutes les lignes politiques disparaissaient à l'entrée de l'île. L'île était littéralement un lieu où se retrouvaient ceux qui ne se rencontrent jamais en public. Je veux dire quelque chose, et c'est ce qu'il y a de plus difficile à dire. Tout ce que j'ai vécu sur cette île était terrifiant, mais Epstein lui-même était la vraie terreur. Pas parce qu'il criait ou menaçait, bien au contraire. Un homme froid comme aucun être humain que j'ai jamais vu. Presque chaque soir, l'île se remplissait d'invités, de musique, de bruit, de cris, de rires gras, et tout le monde perdait le contrôle après quelques heures. Tout le monde sauf lui. Imagine. Il ne buvait pas, ne prenait rien, il aimait rester lucide et ne pas perdre la tête, mais il était fou. Il repérait les faiblesses comme d'autres repèrent les bijoux. Il n'avait pas besoin de crier ou de donner des ordres. Un simple regard de sa part figeait la jeune fille, comme si son esprit lui disait qu'elle était face à un homme qu'il ne fallait pas mettre en colère, et cela seul était indescriptiblement terrifiant. Maxwell faisait partie intégrante de la scène, mais sa présence n'était pas aussi féminine qu'elle l'avait imaginé au départ. Elle se déplaçait dans l'endroit comme si elle connaissait tout et tout le monde, savait où se tenir, quoi dire, et même comment nous regarder. Elle nous surveillait plus qu'il ne nous surveillait, non pas par protection, mais par possession. Elle nous traitait comme des projets qu'elle devait préparer pour convenir à son goût. Il y avait quelque chose d'étrange dans la relation entre ces deux-là. Ni amour, ni partenariat. Ce n'est pas un partenariat, plutôt une loyauté maladive qui la pousse à tout faire juste pour ne pas perdre sa confiance. Même quand elle l'aidait à choisir des filles, ce n'était pas que pour lui, mais pour rester au centre de son monde. Mais le plus étrange fut l'unique exception qui bouleversa l'île. Il y avait une Russe que je décrirais comme belle, au point de sembler irréelle. Son visage évoquait un mannequin européen classique, mais ses yeux inspirèrent la pitié, comme si elle craignait toujours quelque chose d'invisible. Dès que je l'ai vue, j'ai remarqué qu'Epstein traitait totalement différemment. Aucun invité ne pouvait l'approcher, ni même la regarder longtemps, et cela suffisait à faire circuler les rumeurs parmi les filles. Certaines pensaient qu'elle était son vrai amour, d'autres qu'elle avait un lien avec un groupe puissant hors de l'île. Mais la seule vérité, c'est que nous voyions tous clairement la différence. Epstein partageait tout, gardait cette fille pour lui seul. Ghislaine Maxwell était rongée de jalousie chaque fois qu'elle la voyait. Je le voyais dans ses yeux,
dans sa façon de tirer l'épaule de la fille en passant près d'elle, dans sa façon de claquer les portes quand la fille entrait dans une pièce. C'était une bataille silencieuse entre deux femmes, l'une qui se croyait reine des lieux, l'autre qui semblait porter un secret plus grand que le lieu lui-même. Puis, l'impensable s'est produit. Un matin, on s'est réveillé et la fille avait disparu. Pas de sac, pas de vêtements, pas d'adieu. Disparue comme si elle n'avait jamais existé. J'ai demandé à une fille de l'équipe, puis à une autre. Personne n'a répondu. On n'a pas osé demander à Epstein, mais ce que je n'oublierai jamais, c'est l'expression sur son visage ce jour-là. Après ça, l'île n'était plus la même. Les portes ont commencé à se fermer plus tôt. La surveillance a doublé, et les visages disparaissaient les uns après les autres. Même nous. La direction a changé son comportement envers nous. Ils sont devenus plus durs, moins bavards, plus vigilants. Je ne sais pas où elle est partie, ni ce qui lui est arrivé. Mais je sais une chose, si je ne m'étais pas échappée à temps, j'aurais été la suivante. En fait, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est un proverbe qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfiez-vous de ce qui brille. Satan, quand il veut passer vous attirer là, il vous attire avec tout ce qui est joli, tout ce qui sent bon. Ça, c'est le travail de Satan. Il vient pas avec quelque chose de vilain ou bien avec la puanteur, non. Pour t'attirer, il te montre ce qui est beau. Maintenant, quand il veut te montrer de quoi il est capable là, c'est là maintenant il te montre les vilaines choses là. Ça, c'est Satan. Parce qu'il a appris déjà ce qu'il veut. Donc, tu peux plus rien faire. Il a le contrôle et c'est ça, c'est ce qu'ils font. Manipulation mentale, morale, psychologique. Ils t'utilisent. Tu n'as pas le droit de dire non à quelque chose. C'est eux qui décident et pas toi. Ça, c'est le travail satanique. Maintenant, les hommes luxueux. Les hommes qui, machallah, quand tu les vois, ils sont très élégants et tout. Qu'on les voit à la télé, hein. Ils sont très intelligents, très propres. Ils te parlent de droits de l'homme, de droits de la femme, de droits de l'enfant. Ils te parlent de tout ça là. Et en réalité, c'est eux les plus grands trafics. Clair, c'est eux qui prônent. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que tout est imposé. Et quand c'est imposé, si tu t'amuses à dire non, c'est la catastrophe. Soit on n'entend plus parler de toi, soit quelque chose va t'arriver. T'as pas le choix. Et voilà une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ce qu'elle a dit. Survivre signifie maîtriser son rôle. Tu veux survivre dans une circonstance comme ça, il faut que tu arrives à maîtriser ton rôle, de sorte à ce que tu fasses des trucs sans que quelqu'un ne sente ou ne sache quelque chose. Maîtriser ta peur, maîtriser tes envies, maîtriser ton plan, tout maîtriser afin que rien ne soit vu. Gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Donc finalement, même dans ces soirées, ces gens qui viennent sont aussi de leur côté. Bien évidemment, ils savent où est-ce qu'ils partent, mais en même temps, on leur met des trucs. Parce que tous ceux qui venaient devenaient à un certain moment donné anormaux, pendant que lui-même, Jeff, était bien. Et c'était le seul moyen de pouvoir les filmer afin d'avoir des trucs sur eux et les obliger à faire des choses que d'autres États veulent que cet État-là fait. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, politiquement parlant, ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vous laisse réfléchir. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de commenter, partager et surtout d'activer la notification afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous.